Bonjour à tous. Avec Daniel Lorenstein, on va vous présenter le premier aspect de cette matinée, qui est la norme elle-même, celle dont on parle, et qui a donné ensuite lieu au projet qu'on va développer ensuite dans les présentations suivantes. Alors, l'idée, c'est de vous présenter le comité. On va commencer par un peu de comitologie. Le comité et le dispositif qui a été mis en place pour l'élaboration de la norme. Ensuite, ce qu'il y a dans le CPP, ce qu'il n'est pas, ce qu'il y a dedans et comment on peut l'utiliser. Donc, on commence par un peu de comitologie, parce que si vous avez eu une mauvaise nuit, ça va être le moment du coup de rattraper le sommeil en retard. Pour l'élaboration d'une norme, il faut faire appel à un organisme qui est habilité à le faire. Donc, pour la partie technique, en Europe, il y a le CEN, le CNELEC et le TSI. Et là, en l'occurrence, ça s'est fait au sein du CEN sur l'initiative du DIN. Donc, le DIN qui est l'organisme de normalisation allemand, l'équivalent de notre AFNOR à nous. Voilà. Donc, il y avait 6 pays qui étaient réellement actifs: Allemagne, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, Suède, représentés essentiellement par des membres d'archives de Cinémathèque. Et après une présidence allemande, on a finalement eu une présidence néerlandaise. Je te laisse peut-être présenter, Daniel, l'équipe projet dont on faisait tous les deux partie. Oui, alors la particularité, normalement, l'écriture des normes est complètement volontaire et c'est sur les données de chacun. Exceptionnellement, le DIN ayant réussi à convaincre le CEN que ça demandait un vrai travail, ils ont réussi à obtenir de l'argent pour faire un groupe projet. Et donc, c'est en fait le groupe projet qui a fait des propositions qui ont été ensuite validées par le TC, le Technical Committee. Donc, voilà. Et donc, ce groupe projet, en fait, était constitué de 2 Allemands, comme indiqué là, et dont le chef, si j'ose dire, était allemand, donc Siegfried Vossel du Fraunhofer, pardon. Et puis, on a réussi à avoir 2 Suédois. Au début, on n'avait que des Allemands et des Français. On s'est dit que ça faisait un peu trop bloc. Donc, on a essayé de trouver d'autres. Et on a réussi à convaincre 2 Suédois du Svenska Institutet. Et donc, Hans Nicolas et moi, à l'époque, j'étais au CNC, donc je représentais le CNC, et Hans Nicolas, CST, évidemment. Oui, voilà. En tout cas, la mission du groupe d'experts, c'était d'assurer la rédaction d'une norme et d'un rapport technique d'accompagnement. Et évidemment, donc avec des points réguliers avec le comité technique pour faire avancer le projet. Voilà. Donc, le CPP, donc Cinéma Preservation Package. Donc on a pris la liberté de traduire par paquetage pour package. Alors certains trouvent ça un peu trop canadien, mais en tout cas au québécois pour être précis. Ouais. Et en tout cas on s'est tenu à ça. Donc c'est prévu pour la préservation à long terme, donc sur une longue durée. Donc on peut écrire 50 ans. Et avec l'idée de documenter au maximum les formats qui étaient inclus pour éviter des erreurs d'interprétation par la suite et éviter les réencodages autant que possible. Voilà. Donc ça permet d'avoir une syntaxe qui permet de décrire le contenu du package. On va revenir là-dessus parce que ça donne lieu aux fameux fichiers XML qui ont été un peu l'objet du projet. Et ça permet de définir des méthodes pour décrire les relations qu'il y a entre les sub-packages. C'est-à-dire qu'il faut le voir comme ça. Le CPP, on le développe dans la slide d'après, il me semble. Voilà, c'est que c'est un package autonome et complet d'une œuvre ou d'une version ou partie d'une œuvre, mais
c'est vraiment prévu pour être le plus grand carton dans lequel on va mettre tout ce qu'on a masterisé pour le film. Mais après, il peut y avoir des tas d'utilisations possibles, et on a vu avec notamment les archives qu'il y avait différentes philosophies. Là, je vais laisser Daniel peut-être développer ça. Je vois pas. Oui, alors, en fait, suivant... ce CPP a été surtout écrit, comme on disait tout à l'heure, les membres du comité technique étant essentiellement des membres, pas essentiellement, d'accord, d'ailleurs, uniquement des membres de Cinémathèque ou d'institutions d'archives nationales. Donc, c'est sûr qu'à l'origine, l'idée avait plutôt à voir avec, ça tournait autour de la restauration et de la conservation, évidemment. Mais voilà. Donc, effectivement, le principe de CPP, dès l'origine, le but était d'avoir une structure souple, parce que, en fait, chaque institution a sa propre philosophie sur comment conserver, sur comment organiser, etc. Donc, le but, il était là. Donc, c'est pour ça qu'on donne comme exemple, par exemple, effectivement, on pourrait très bien faire un CPP avec que les éléments bruts, donc soit effectivement les images RAW sortant des caméras, soit les bruts de scan sortant d'un scanner, ou d'autres façons. Enfin, voilà, on a un peu... en fait, il faut voir qu'avant de lancer l'écriture de cette norme, on a fait un espèce de grand questionnaire qu'on a envoyé à, je ne sais plus, 60 institutions. Bon, d'ailleurs, ce qui n'était pas si mal, parce que sur 60 institutions, on a dû avoir 30 qui nous ont répondu, ce qui était pas mal. Et donc, où on leur demandait de nous expliquer qu'est-ce qu'ils conservaient, comment ils travaillaient, etc. Justement pour savoir, et quand je dis ces institutions, c'était toujours effectivement des institutions cinémathèques ou patrimoniales. On s'est servi essentiellement du catalogue de l'ACE, donc l'Association des cinémathèques d'Europe. Comme c'était une norme européenne, on a aussi un peu travaillé au niveau de la FIAF, mais FIAF c'est international, donc on a plutôt regardé sur le catalogue de l'ACE. Voilà, pour essayer de voir un peu comment tout le monde travaillait, pour essayer de trouver un format qui puisse satisfaire tout le monde, en sachant qu'il était difficile pour nous d'imposer un format, tout en sachant il y a eu quand même aussi des réticences, dans le sens où un certain nombre d'institutions, comme la Deutsche Kinemathek ou je ne sais plus comment s'appelle l'Institut finlandais, avaient déjà des systèmes très puissants d'archivage, etc. Donc voilà. Alors l'idée, c'était de ne pas réinventer la roue et d'utiliser les formats qui étaient utilisés par les archives, donc notamment des standards XML qui sont METS, Prémices, qui ont été développés donc à la librairie du Congrès, mais pas forcément par la librairie du Congrès. Hein. Ça a été en général des groupes de travail assez internationaux. Et pour la partie métadonnées, IBU Core, qui sont effectivement tous les trois très utilisés. Alors, ce que le CPP n'est pas, c'est que le CPP n'est pas un package qui est destiné à être construit de manière incrémentale et évoluer, etc. Il peut être construit comme ça pendant la masterisation, mais il a vocation à être délivré un peu une fois pour toutes. C'est vraiment, encore une fois, le carton qu'on va stocker sur une étagère. C'est pas un élément de travail, ça n'a pas vocation à être désarchivé toutes les 5 minutes non plus. Enfin, voilà. Et ce n'est, enfin, pour conclure, pas du tout un MAM, mais ça a vocation à être géré par un MAM une fois digéré par l'archive. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le CPP ? On peut avoir de la séquence d'images, donc typiquement des fichiers DPX, TIFF, OpenEXR, JPEG 2000. On peut avoir des pistes son, on peut avoir des fichiers de sous-titres. Chacun sera dans un sous-package différent. On peut avoir des éléments intégrés, des fichiers vidéo, hein, MPEG, QuickTime, Matroska, MXF. On peut avoir des packages, donc componentized en anglais, donc on peut traduire par intégré en français.
Pour associer ces éléments, on peut ajouter une playlist, c'est facultatif, hein, mais on peut ajouter une playlist pour dire comment se synchronisent les éléments images, les éléments son. Et on peut cartographier également la façon dont c'est organisé. Ça, on va passer rapidement dessus, mais disons qu'il y a une description de la structure physique du package, et on peut y ajouter une description logique du package pour justement créer des sortes d'assemblage à l'intérieur. La playlist est facultative, ouais. On peut y ajouter également des éléments de documentation, des métadonnées descriptives. Donc il y a des métadonnées au niveau du package lui-même, et puis il y a des métadonnées au niveau des sous-packages qui sont des métadonnées techniques. On peut y ajouter des documents techniques. Enfin, il y a un type de extra package dans lequel on peut rajouter, comme on le souhaite, des PDF, des affiches, etc. On peut rajouter des tas d'éléments supplémentaires. Et bien sûr, il y a un système de vérification de l'intégrité assez classique avec des sommes de contrôle. Voilà. Alors après, ce qu'on a fait, parce qu'il y avait 2 types de demandes en fait au sein du comité, il y a des gens qui souhaitaient vraiment qu'on verrouille des standards extrêmement bien documentés pour vraiment une vision à long terme, et d'autres qui souhaitaient beaucoup plus de souplesse. Donc l'idée, c'est d'ajouter une étiquette, soit une étiquette donc long terme qui précise qu'il n'y a que des standards et certains standards. Tous les standards référencés dans la norme ne sont pas éligibles. Et il y a un profil temporaire quand on a soit utilisé des standards un peu plus fragiles, soit qu'on utilise des standards qui ne sont pas référencés dans la norme. Voilà. Tout en sachant que dans 50 ans, les formats propriétaires, il est peu probable qu'on soit capable de les relire, évidemment. Voilà, mais ça a été un vrai sujet tout le long de l'écriture de la norme, de savoir comment on référençait un certain nombre de formats qui sont utilisés de manière commune par la profession et qui ne sont pas toujours très clairement standardisés. Voilà, donc là, vous avez une vue synthétique de ce que peut être le package. Vous avez donc... là, en blanc, l'ensemble du package. Vous avez des métadonnées qui donc peuvent être des métadonnées descriptives et des métadonnées de provenance. Il peut y avoir des métadonnées auxiliaires. Ensuite, vous pouvez ajouter des playlists si c'est nécessaire dans la construction du package. Et ensuite, il y a tous les sous-packages, c'est-à-dire toutes les séquences d'images que vous avez voulu mettre dedans, tous les fichiers vidéo, tout ce qu'on a déjà évoqué en termes de sous-package. Et la condition, c'est qu'il doit y avoir au moins, évidemment, un sous-package média pour pouvoir faire un CPP. Voilà, donc là c'est une vision un peu plus détaillée de la façon dont c'est structuré. Il faut vraiment le voir comme une hiérarchie de fichiers. Et donc là, vous voyez précisément comment le package s'organise avec donc des sous-répertoires principaux qui sont à la racine: metadata, playlist, ancillary data, checker report, et autant de X packages que vous en avez besoin. Donc X packages, ça peut être des sound packages, des image packages, des video packages, des componentized packages. Voilà, donc on a rapidement évoqué le fait qu'il était possible de construire d'autres types de hiérarchies. C'est ce qui est représenté là. À droite, vous avez la structure physique, et à gauche, vous avez une structure logique possible. À gauche, elle est totalement donnée à titre d'exemple. C'est en fonction des habitudes d'archivage. Je te laisse intervenir sur l'utilisation du CPP. Oui, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, a priori, le CPP donc n'est pas fait pour être refabriqué constamment. Donc, l'idée, c'est plutôt que le CPP donc, devrait être fait en fin de première période d'exploitation, donc en 5 ans, c'est-à-dire à partir du moment où l'œuvre va plus, a priori, évoluer. Voilà, donc le CPP donc,
doit être considéré comme cette espèce de boîte d'archives. On peut imaginer la boîte en carton dans laquelle vous mettez toutes les informations. Donc quand le film va sortir, cette boîte, vous allez la mettre dans la cave, mais quand la première période d'exploitation sera finie, vous allez aller la mettre, je ne sais pas où, dans une grange à la campagne, là où l'espace coûte pas cher. On peut évidemment, parce que ça c'était important, il y a un certain nombre de gens qui utilisaient le système OAIS, donc on peut utiliser le CPP, il peut être tout à fait entré dans un système de type OAIS. Le CPP peut effectivement servir de format d'échange entre catalogues ou entre prestataires et catalogues. Même si c'est pas son but, parce qu'a priori, effectivement, l'IMF a plutôt été fait pour ce genre de choses. Voilà. L'idée, c'était surtout, en période d'exploitation, on va régulièrement avoir, tiens, on a demandé, il va falloir faire la version anglaise, et puis il a été acheté pour les avions, mais alors à ce moment-là, il va falloir enlever une scène, enfin bon, etc. Il va pas, pendant la première période d'exploitation, il va pas arrêter d'évoluer, en fait. Donc l'idée, c'est, une fois que l'exploitation est terminée, c'est là où, en fait, on va figer tout ce qu'on a, et on va le mettre, parce que probablement que l'exploitation ne reprendra pas avant 10 ou 15 ans derrière. Voilà, c'est ça l'idée. Donc pour la mise en œuvre du CPP, c'est-à-dire qu'on est très conscient à la CST qu'entre le moment où on écrit une norme qui a forcément une dimension un peu théorique et sa mise en œuvre, il y a plein d'autres choses à voir que ce qui a été discuté, dans le comité. Et donc il y a une forme d'urgence une fois qu'une norme est publiée à la mettre en œuvre et à l'éprouver. Donc c'est tout le sens du projet qui a été mis en place avec VDM et sur lequel on va revenir. Donc l'idée de ce projet, c'était que la CST développe des schémas de vérification logicielle, c'est-à-dire que la norme est remplie de tableaux de contraintes, mais qui donc sont exprimés sous une forme textuelle. Et l'idée, c'était de transformer ça sous une forme logicielle. Ça va être expliqué plus tard dans la présentation de WIDAD et ensuite dans la présentation de VDM. Voilà, donc l'idée c'était que VDM génère des packages CPP, ils vous expliqueront ça par la suite. Voilà. Et c'est un projet qui a obtenu le soutien financier du CNC et dont on vous rend compte aujourd'hui. Alors, je fais une dernière parenthèse avant de laisser la place aux présentations suivantes. C'est que la CST travaille sur deux autres projets, enfin familles de projets. Il y a l'initiative TAMIS, qui est un projet d'écosystème d'échange de métadonnées dans le domaine de la production et qui s'étend aujourd'hui à un consortium européen qui s'appelle TEMS et dans lequel la CST est embarquée. Et donc évidemment, ça parle beaucoup de modèles de données et l'idée sur ce sujet-là, c'est évidemment que ça converge. Et même chose avec la recommandation CST-RT43 qui propose, qui est en cours de révision et dans laquelle on envisage de rajouter un certain nombre de demandes complémentaires par rapport à la première édition sur les métadonnées, et avec, pareil, la même idée de convergence.